Bien, merci d'être venu, Madame la Présidente, merci d'être venue. Vraiment, c'est plus qu'un honneur. C'est pas dévaloriser les autres conférenciers, mais de l'amitié aussi entre Ronnie et moi depuis longtemps, des conflits entre Ronnie et moi depuis longtemps sur toutes sortes de choses humanitaires. Donc vous connaissez le docteur Ronnie Broman, qui avant tout, tiens je le dire parce qu'on oublie que nous on est des soignants souvent. C'est d'abord un médecin qui a pratiqué longtemps la médecine, et puis qui fut longtemps, une douzaine d'années, président de Médecins sans frontières, puis qui était conseiller à la Fondation, qui était professeur à Sciences Po. Et pour moi, sans forfaiture et sans vouloir te caresser trop, j'ai toujours considéré que tu étais un des plus grands penseurs et analystes de la chose humanitaire, non seulement par tes livres, mais par tes interventions. Et tu n'as pas une langue de bois, ce qui me plaît beaucoup, même quand tu me critiques. Voilà. Donc, Ronnie, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'être venu. Merci Nago, merci pour cette invitation, merci pour cette présentation flatteuse qui va m'obliger à essayer de me hisser au niveau où tu m'as placé. Je suis pas sûr que ce soit un exercice réalisable, mais enfin bon, je vais faire mon possible pour ça. Et je vais vous demander s'il est... Ah voilà, je m'excuse, je vais prendre juste un verre d'eau. En fait, je voudrais utiliser la place qui m'a été donnée dans le programme, c'est-à-dire une intervention en début d'après-midi après avoir écouté plusieurs intervenants ce matin. Je vais en profiter pour me situer par rapport, enfin me situer, pas personnellement, mais disons situer mes idées, mes réflexions par rapport à un certain nombre de choses qui ont été dites. Et peut-être avant, juste à titre introductif, mais sans que ce soit nécessairement suivi d'un développement, je voudrais rappeler que, puisque c'est notamment avec Médecins du Monde, que moi je suis Médecins sans frontières, je voudrais donner quelques considérations historiques sur ce que sont les sources de la médecine humanitaire, les sources historiques de la médecine humanitaire qui nous ramènent à proximité du sujet de la journée sur cette décolonisation, terme que je ne partage pas. Je ne m'approprie certainement pas l'idée que l'humanitaire doit être décolonisé. Je pense que c'est vraiment un manque de respect vis-à-vis des luttes anticoloniales réelles qui se sont déroulées dans le passé. Mais enfin, on voit tout de même ce que ça veut dire, et c'est un rapport avec, disons, l'impérialisme occidental. Et là, il faut tout de même constater qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. En effet, en m'intéressant aux origines récentes de la médecine humanitaire, par récente, je veux dire sur les 2 siècles qui se sont déroulés récemment, je me suis aperçu, ou je me suis convaincu, qu'on pouvait repérer 3 sources différentes à la médecine humanitaire. La plus connue, celle dont nous sommes en partie les héritiers, c'est la source, disons, du Nantiste, la Croix-Rouge, le champ de bataille. C'est effectivement la bataille de Solferino, selon, disons, la représentation dominante de l'humanitaire, qui a été l'événement inaugural au cours duquel Dunant a pris conscience du sort terrible réservé aux blessés et aux mourants du champ de bataille, et que donc la suite, la création de ce comité de secours aux blessés militaires du champ de bataille, qui était le premier nom du comité international de la Croix-Rouge, puis le CICR, puis le mouvement de la Croix-Rouge. Je dirais donc, ça c'est vraiment une source solide, même s'il n'y a eu aucun secours, et même parce qu'il n'y a eu aucun secours sur le champ de bataille de Solferino. Mais, et ça fera le lien avec quelques propos sur le droit humanitaire que je tiendrai un peu plus tard,
Solferino est un peu le modèle sur lequel s'est fondé le droit humanitaire naissant, c'est-à-dire la première Convention de Genève, signée en 1864, et qui prenait en compte les batailles passées, qui finalement se tournaient vers les batailles du XIXe siècle et considérait donc que c'était un peu le modèle de la violence étatique dont il fallait tempérer, dont il fallait atténuer les conséquences. Il se trouve que Solferino est en réalité la dernière bataille du type XIXe siècle, c'est-à-dire une bataille que je qualifierais de duel. Deux armées se rencontrent, enfin deux armées, plusieurs armées d'un côté, l'armée prussienne, l'armée autrichienne de l'autre, se rencontrent dans le nord de l'Italie, en Lombardie. Le choc est d'une violence extrême, ça a été rappelé par Pierre Cranenbuhl tout à l'heure, environ 40 000 morts et blessés en une journée, parce que la bataille dure une journée. L'engagement se fait le matin et il est rompu le soir, l'armée autrichienne est mise en déroute et la bataille est terminée, elle a été remportée donc par les troupes franco-lombardes. Au même moment se déroulait une autre guerre qui est beaucoup plus proche des guerres que l'on a connues ensuite, qui était la guerre de sécession. La guerre de sécession où c'était une population, la guerre de sécession américaine, bien entendu, donc dans les années 60 du 19e. Et c'est cette guerre-là, en fait, qui annonce les guerres à venir, tandis que la bataille de Solferino clôt, en fait, un cycle politico-militaire qui est celui des conflits tempérés, disons, en tout cas des conflits très cernés du 19e, tandis que la guerre de sécession ne connaît pas d'innocents, ne connaît pas de population hors de la bataille, puisque c'est une société entière qui est mobilisée dans la guerre. Donc la guerre de sécession annonce, avec en plus la mise en œuvre d'armes modernes, les mitrailleuses, le train, les regroupements de civils, les empoisonnements de puits, etc., elle annonce, comme d'ailleurs les guerres coloniales de la même époque, les guerres à venir qui sont des guerres mobilisant un ensemble social et où la différence entre le combattant et le civil, ou en tout cas le combattant et le non-combattant, pour généraliser la notion de civil, devient de plus en plus floue alors qu'elle était parfaitement nette pendant la bataille de Solferino. Donc, j'annonce d'emblée une partie de ce que je vais dire après. Le droit humanitaire se fonde d'une certaine manière sur un malentendu concernant les conflits auxquels il s'adresse. Les deux autres sources sont elles aussi parlantes, enfin doivent nous amener à réfléchir ou à justifier, à légitimer des pratiques. Ce sont d'une part la médecine coloniale, qui est en partie la médecine militaire liée à Dunant, mais qui l'est dans un contexte particulier où les principes du droit de la guerre, même pas forcément ceux du droit humanitaire, mais ceux qui réglaient de façon plus ou moins explicite les conflits antérieurs, ces principes-là sont niés. Je rappelle, ou je vous indique, pour ceux qui ne le savent pas, que pour les fondateurs de la Croix-Rouge, je rappelle que le premier président de la Croix-Rouge était un général, le général Dufour, que le deuxième président de la Croix-Rouge, c'était Gustave Moynier, qui est resté 40 ans président et qui a laissé une longue postérité derrière lui. Gustave Moynier se piquait d'africanisme, il avait une revue sur le monde africain, et il a été le premier à estimer que les lois de la guerre telles que le droit humanitaire naissant voulait les exprimer s'appliquaient entre, je cite, des nations civilisées, mais certainement pas aux peuplades sauvages qui faisaient l'objet de la conquête coloniale. Et par exemple, la première convention signée quelques années seulement après la Convention de Genève, c'est-à-dire en 1868, la Convention dite de Saint-Pétersbourg, qui visait à interdire certaines munitions pour cause de cruauté excessive
cruauté excessive, c'est un terme important dans le vocabulaire juridico-humanitaire. Ces munitions explosives, donc ce qu'on appelait ensuite communément les balles Dum-Dum, qui ont la particularité de pénétrer puis d'exploser à l'intérieur du corps, donc de causer des dommages irréversibles, inopérables. Ces balles Dum-Dum ont été en effet interdites pour les conflits européens et autorisées dans 2 circonstances, qui étaient la chasse aux grands fauves et les guerres coloniales, qui étaient en rapport avec un certain humanitarisme selon lequel il y avait tout de même une échelle de fait dans l'humanité. Il y avait les humains totalement humains et puis les humains pas tout à fait humains. C'est une dimension à garder à l'esprit, car bien souvent l'universalisme dont se réclame l'humanitaire, mais pas seulement l'humanitaire, est en fait un universalisme à étage, disons. Un universalisme qui n'a pas la même signification selon la région géographique ou culturelle à laquelle il s'applique. Mais en tout cas, c'est aussi donc à cette médecine-là que nous nous référons, par exemple, lorsque nous nous lançons dans de grandes campagnes de vaccination ou de lutte contre telle ou telle maladie épidémique, ce qui était la raison d'être de la médecine coloniale, qui se justifiait sur 2 positions. D'une part, démontrer la supériorité et la générosité, à la fois la supériorité morale par la générosité et la supériorité scientifique par l'efficacité supposée des mesures médicales, donc de montrer la supériorité totale de l'envahisseur impérial qui se présentait lui-même comme un libérateur. Et libérateur de populations captives, de chefs traditionnels qui les enfermaient dans l'esclavage, l'obscurantisme, l'analphabétisme, etc. Et l'autre justification, c'était, comme l'a dit un congrès des droits de l'homme d'ailleurs dans les années 30 du XXe siècle, faire du noir. Faire du noir, ça voulait dire entretenir la main-d'œuvre qui était nécessaire pour la mise en valeur des terres nouvellement conquises, les débarrasser de la maladie du sommeil, laquelle empêchait la mise en culture de vallées fluviales fertiles. Bref, c'était les intérêts du colonisateur qui avait besoin de la médecine pour tirer profit des nouvelles terres conquises. Et ça, dans les 2 cas, la médecine coloniale d'un côté et la médecine du champ de bataille de l'autre, ce sont les cadres qui se confondent d'ailleurs bien souvent, dans lesquels nous continuons d'agir. D'où le fait que lorsqu'on parle de connexion entre médecine humanitaire et impérialisme, au moins sur le plan historique, parle-t-on d'une réalité substantielle et pas simplement d'un lexique militant faisant sienne les idées à la mode et voulant les retourner contre un certain nombre de gens. Il y a une réalité consistante là-dedans. Et puis la 3e source, qui je pense nous aide aussi à cadrer, à mettre en perspective les positions de Médecins du Monde, de Médecins sans frontières et de quelques autres qui sont proches, comme Action contre la faim, Handicap international, etc. C'est la médecine pratiquée par le mouvement philanthropique, le mouvement ouvrier mutualiste et coopératif, le mouvement social chrétien, qui n'étaient pas des mouvements homogènes, mais que l'on peut regrouper quand même sous l'appellation générale des sociétés philanthropiques, qui ne se satisfaisaient pas de la misère ambiante, en tout cas qui entendaient en tempérer, en contenir les effets. Je rappelle que pendant la révolution industrielle, enfin les révolutions industrielles, notamment britanniques puis françaises, les conditions de travail étaient proches de ce qu'on appellerait aujourd'hui un camp de concentration. Hein. Les enfants qui travaillaient 60 à 70 heures par semaine, toute l'année avec une demi-journée de repos par semaine, 10 à 12 heures par jour, à partir de l'âge de 4 ans, étaient rapidement difformes, stoppaient leur développement. Bref, on était dans une sauvagerie, une débauche de violence qui a longtemps
perturber une partie très limitée de la population, perturbation qui s'est heureusement étendue à d'autres, si bien que le travail a été peu à peu régulé. Mais enfin, on est passé de 12 heures par jour à 10 heures par jour, de 10 heures à 8 heures. Enfin, tout ça a été long et s'est étiré sur l'ensemble du 19e siècle. Mais en tout cas, ces sociétés philanthropiques avaient pour raison d'être non seulement d'aider lorsqu'elles le pouvaient, mais surtout de rendre visible une situation qui était considérée comme naturelle, allant d'elle-même, qui ne méritait pas qu'on s'arrête à elle. Et la mortalité infantile, la mortalité et la morbidité infantile, sont devenus des sujets de préoccupation seulement à la fin du 19e, notamment en France, dans des conditions qui ont été d'ailleurs étudiées de manière très précise, et dans des conditions où on estimait que la France, soucieuse d'assurer sa reconstruction nationale, la reconstruction à la fois de sa fierté nationale, mais aussi de son capital national, après la défaite de 70 contre les Prussiens, a commencé à s'inquiéter d'une mortalité infantile qui affaiblissait sa démographie. Et c'est de là qu'est venu, grâce aussi à la pasteurisation, les distributions de lait dans les écoles, les pouponnières, etc., et une lutte déterminée pour réduire la morbimortalité infantile. Donc on voit là une résonance entre un discours philanthropique authentiquement désintéressé, tenu par des gens extrêmement affectés par la violence à laquelle étaient soumises les enfants en particulier, mais les travailleurs ouvriers en général dans le contexte de la révolution industrielle, et qui sonnait le clairon, si j'ose dire, pour utiliser une métaphore plus prussienne, enfin plus franco-prussienne que philanthropique, mais qui était une sorte de réveil de la société par rapport à la violence dont elle faisait preuve en ignorant celle-ci. Voilà donc le cadre dans lequel je pense, enfin le cadre historique en tout cas, dans lequel on peut repérer des tendances qui se prolongent et qui influent, qui agissent dans sur nos terrains, dans nos réflexions, au niveau des sièges, au niveau des prises de position adoptées par les uns et les autres. Donc ce rappel étant fait, je voudrais, presque sans transition, parce que c'est un peu de bric et de broc qui est faite mon intervention, et en plus j'ai pas de montre avec moi, donc il faudra que... Ah d'accord, j'ai jusqu'à quelle heure? D'accord, donc moi je laisserai du temps pour la discussion, mais ok, merci beaucoup. Je voudrais, comme je le disais au début, reprendre 2 ou 3 points qui ont été abordés, effleurés ou plus ou moins creusés au cours de la matinée, qui concernent l'instrumentalisation de l'aide, qui concernent le droit humanitaire et les principes que l'on appelle humanitaires, au risque de choquer peut-être, ou en tout cas de perturber quelques-uns d'entre vous. En tout cas, c'est ce que je souhaite, après tout, on est là pour ça. L'instrumentalisation, c'est sans ordre hiérarchique, hein, c'est parce que c'est la première notion qui est venue en tête. Il est convenu, que ce soit dans les médias, dans l'expression publique, mais aussi dans les discussions internes des ONG humanitaires, il est convenu, d'ailleurs peut-être dans la discussion on se précisera ce qu'on entend par humanitaire ou pas, il est convenu de vitupérer l'instrumentalisation, hein, pour le dire dans les termes du dictionnaire des idées reçues de Flaubert, on pourrait dire instrumentalisation, tonner contre, ou s'énerver contre. C'est le quoi. Or, dire cela, penser cela, c'est passer à côté d'une réalité matérielle massive, si massive que c'est l'éléphant dans la pièce et qu'on ne la voit plus, c'est que s'il n'y a pas instrumentalisation, il n'y a pas action. L'instrumentalisation n'est pas un problème de l'action, ou avant d'être un problème de l'action, c'est la condition même qu'il faut remplir pour qu'il y ait action. Je m'explique. C'est notamment par rapport à ce que disait Pierre Cranenbuhl sur la dimension du dialogue et l'importance des négociations que je m'explique ici.
Cronenbuhl faisait état des nombreuses entrevues lui permettant de gagner la confiance de ses interlocuteurs. Et tous les gens qui, ici, ont une expérience de terrain, ont fait également cette expérience-là, de discuter, de revoir les gens, d'essayer d'expliquer de qui on est le représentant, pourquoi, avec quel but et quelles limitations, etc. Et puis ensuite de faire la preuve de ces affirmations en étant sur le terrain, en essayant d'élargir un peu l'espace dans lequel on travaille. Bref, c'est une expérience quotidienne de tout acteur humanitaire de terrain. Et je ne mets évidemment pas ça du tout en doute. Ce que je veux dire, c'est qu'en amont de cela, ce qui rend possible ces discussions, c'est tout à fait autre chose. Et ça n'est ni la bonne volonté des gens, ni leur neutralité. On peut constater dans tous les pays où il y a de l'aide internationale, je ne la qualifie pas forcément d'humanitaire, que bien des acteurs, à commencer par MSF, ne peuvent pas décemment se réclamer de la neutralité par leur prise de position antérieure. Jamais le fait de ne pas être neutre n'a été un frein à l'action humanitaire. Ça, c'est une illusion que le CICR répand avec un plaisir mal dissimulé, mais c'est une erreur d'appréciation. Je ne dis pas un mensonge, parce que je pense qu'il le croit sincèrement, mais je pense que c'est une erreur d'appréciation. Ce qui fait que nous sommes acceptés dans un pays et rien d'autre, c'est l'intérêt que nous représentons pour les autorités de cette région. Point. C'est-à-dire nous sommes plus utiles, présents et vivants que absents ou morts. C'est ça, là, pour le dire dans des termes concentrés qui ont été utilisés dans une des publications de MSF et que j'aime beaucoup, que ce soit pour le Darfour, pour la Syrie, pour bien d'autres. C'est-à-dire qu'il s'agisse de l'autorité légale ou de l'autorité de fait, ça ne change absolument rien. Ce qui guide, ce qui gouverne l'acceptation qu'ils expriment d'intervenants humanitaires étrangers, c'est l'intérêt eux-mêmes qu'ils peuvent en tirer. Par exemple, intérêt symbolique, parenthèse historique, on a un exemple historique de ça. Le Japon, dans la guerre russo-japonaise de 1905, c'était la première guerre gagnée entre un pays du Nord et un pays, disons, du Sud, gagnée par le pays du Sud. C'est le Japon qui a défait les troupes russes en 1905. Le Japon s'est astreint et a expliqué de façon très claire, limpide, qu'il suivait les principes de la Convention de Genève, les premières données des conventions naissantes de la Haye sur le droit de la guerre, le traitement des prisonniers, le traitement des blessés, etc., pour être intégré au club des nations civilisées. C'était très clairement ça. C'était un objectif politique qui avait le mérite d'être absolument explicite. Quelques années plus tard, en envahissant la Chine, l'occupation de la Mandchourie, le siège de Nankin, puis pendant la Deuxième Guerre, le bataillon 931, si je me souviens bien, qui faisait des expérimentations chimiques sur des cobayes chinois, thaïlandais, birmans, etc., ont montré le niveau de violence terrifiante qui n'avait rien à envier à celui de leurs alliés nazis que l'armée japonaise pouvait mettre en œuvre dans ses conquête coloniale, notamment, puisque la Chine était plus ou moins colonisée, la Chine et une bonne partie de l'Asie, colonisée par le Japon. Donc il n'avait rien à envier aux méthodes coloniales occidentales qui empoisonnaient les puits, détruisaient les troupeaux, déplaçaient les populations, affamaient qui elles voulaient, etc. Simplement, à un moment, le respect d'une forme de Convention de Genève représentait un intérêt symbolique, politique, qui était considéré comme stratégique pour le Japon, et à ce moment-là, ils s'y sont pliés. Eh bien, c'est un peu dans ce cadre-là que je situe le fait qu'un mouvement de guérilla ou un parti politique, enfin un gouvernement, nous accepte en son sein, sur son territoire, avec des conditions, des limitations, des priorités, sur lesquelles il va falloir ensuite négocier, mais c'est parce que nous lui sommes utiles, donc c'est parce que nous sommes instrumentalisés d'emblée, dès le moment où la signature du protocole d'accord, du fameux Memorandum of Understanding, est signée. Dès cet instant-là, nous sommes instrumentalisés. Il ne faut pas le déplorer, ça n'est pas en soi un aveu d'échec, loin de là, c'est la prise en compte réaliste de la nécessité de cette relation-là avec le pouvoir. Et quand le pouvoir estime n'avoir aucun intérêt, qu'il soit symbolique pour présenter à l'ONU, sur la scène internationale, une face
agréable. Regardez, nous sommes ouverts, nous accueillons des ONG, elles sont présentes sur le terrain, nous les laissons agir, ou au contraire, nous n'en avons rien à faire, nous nous occupons de nos propres affaires. Je rappelle quand même, cher Nago, que quand l'Inde a refusé l'aide pour le tsunami, elle se situait dans déjà une tradition assez longue de refus d'aide en général, d'une part, et d'autre part, dans une tradition, elle peut-être un petit peu moins longue, d'indifférence totale vis-à-vis des plus pauvres de ses habitants. Donc ce n'est pas simplement une sorte de fierté à entretenir et à approuver, c'est aussi une politique qui n'est pas forcément si reluisante que cela. Voilà donc pour, disons, tenter de tordre le cou à une idée qui est en elle-même fâcheuse parce qu'elle est agissante. Si on a peur d'être instrumentalisé, le moindre problème devient une espèce de scandale. Si on considère qu'il est normal que c'est une condition de l'action d'être instrumentalisé, on a une place pour la négociation, on ne s'indigne pas de toute utilisation un peu non prévue, en tout cas sur le papier, et on a une position plus simple, plus stable, plus solide que l'on occupe dans nos discussions. Deuxième idée reçue, ou en tout cas deuxième mythe, deuxième totem, si j'ose dire, que je voudrais, auquel je vais m'en prendre, c'est le droit humanitaire. Et ça, c'est une critique que j'adresserai principalement à Médecins sans frontières, plutôt qu'à bien d'autres. Mais bon, c'est une critique qui n'est pas anodine, même si elle est un peu interne, parce que MSF, dans le paysage des ONG, malgré tout, ça compte, c'est un poids lourd, c'est une des 3-4 plus grosses ONG à l'échelle mondiale. Et je me rends compte, avec les années, à ma grande tristesse, d'une espèce de dérive Croix-Rouge de MSF qui juge opportun de défendre les principes du droit humanitaire dès qu'elle en a l'occasion, c'est-à-dire en gros, quand MSF ne sait pas quoi dire ou n'ose pas dire ce qu'elle aurait à dire, eh bien elle rappelle, comme le fait le CICR, que tous les belligérants sont tenus de respecter le droit international humanitaire. Bref, une espèce de baratin, de filet d'eau tiède qui n'intéresse personne, mais qui a pour conséquence de faire du droit international humanitaire une sorte d'ensemble moral intouchable. On se réfère à cela comme on se réfère aux tables de la loi, etc. Or, le droit international humanitaire peut se décrire évidemment comme une volonté de civiliser la guerre. C'est d'ailleurs son intention presque explicite, cela après que son précurseur, Henri Dunant, dans son petit livre « L'avenir sanglant » écrit vers la fin de sa vie, a été touché par une sorte de lucidité prophétique et prévoyant que tout cela allait rester lettre morte. Je rappelle qu'à mesure que progressait le droit humanitaire tout au long des conventions fin 19e, début du 20e, milieu du 20e, la sauvagerie de la guerre ne faisait que s'amplifier. Il y a une espèce de corrélation. Corrélation n'est pas causalité, attention. C'est évidemment pas le droit humanitaire qui a entraîné la sauvagerie de la guerre. Ce que je veux dire, c'est que le droit humanitaire n'a jamais rien fait qui puisse l'en empêcher. Mais en tout cas, on peut considérer que c'est une tentative tout à fait louable. Et après tout, il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, selon la formule célèbre de Guillaume d'Orange. Mais il est tout de même intéressant de regarder ce qui est fait avec ce droit humanitaire. Moi, j'ai commencé à m'en méfier, après avoir été un adepte passif et irréfléchi, comme nous le sommes tous, plus ou moins, par rapport aux grands principes, aux grands cadres dans lesquels on s'inscrit. J'ai commencé à m'interroger là-dessus quand, au milieu des années 90, ça fait donc maintenant un petit bail, j'entendais des représentants d'organisations humanitaires éminentes, je pense au CICR, à l'UNICEF, à quelques grands ténors de l'époque. J'entendais donc ces personnalités dresser un tableau du XXe siècle extrêmement sombre, dans lequel les premières guerres du XXe siècle étaient marquées par la volonté et la pratique de la distinction entre civils et combattants, la Première Guerre mondiale étant érigée en exemple, puisque
au cours de la Première Guerre mondiale, dit-on, 90% des victimes étaient en uniforme, étaient donc des combattants, et 10% seulement étaient des civils, tandis qu'à la fin du siècle, et c'était notamment à l'occasion du génocide Tutsi, donc après 1994, et au moment de la guerre de Bosnie, que ces propos étaient tenus, et on voyait là qu'au contraire, 90% des victimes étaient des civils et que seuls 10% étaient des combattants. Donc dans cette inversion, on voyait au départ une guerre qui était, comme dirait Brassens, celle que les humanitaires préfèrent, une guerre qui ne tue que des combattants par rapport à ces guerres modernes. Or, c'est un énorme bobard, c'est une invention propagandiste, c'est une façon de reprendre à son compte les bouts de feu, les va-t-en-guerre les plus terrifiants du début du siècle, ceux qui ont amené cette guerre qui a détruit l'Europe, qui n'est pas la guerre de 14-18 en gros, mais qui était le début d'une guerre de 30 ans, hein, parce qu'il faut quand même le garder à l'esprit. Tout ça est totalement ignoré au profit d'une sorte de valorisation de la bonne guerre, celle qui se faisait en uniforme, en oubliant que 50 millions de jeunes gens avaient été mis sous l'uniforme pendant la Première Guerre mondiale, et que ces 50 millions-là, selon les humanitaires des années 90, eh bien, ils étaient bons pour la chair à canon. Et c'est ça le point que je voulais soulever, c'est que le droit humanitaire, c'est une license to kill, c'est une espèce de nécroéthique qui valorise la mort de certains, donc qui permet de moraliser en quelque sorte la mise à mort licite pour tracer un trait avec ce que sont les modalités de mise à mort illicite. Voilà. Pas ce que j'ai fait, mais bon. Donc il y a déjà un petit problème dans la façon dont on présente la chose. La grande boucherie, le grand carnage qui inaugure le XXe siècle est présenté d'une façon valorisée par des leaders humanitaires, alors certes qui sont à distance, hein, on est à 80 ans de différence, ça permet de prendre un certain recul, mais précisément, c'est pas le recul, c'est la froideur juridique qui rejoint le côté glacé des généraux qui envoyaient des divisions entières se faire hacher menu pour prendre des collines qui n'avaient aucun intérêt stratégique. Et c'est l'oubli d'une espèce de cratère de souffrance qu'a été la Première Guerre mondiale. Mais par ailleurs, c'est aussi une façon de dire implicitement que quand c'était des nations européennes qui se faisaient la guerre, la France et l'Allemagne, ça avait quand même une autre allure morale que quand c'est ces nations barbares ou ces peuples-là de barbares qui se combattent entre elles et qui ne font aucun quartier. Donc il y avait une espèce de sous-texte dans cette affirmation, la guerre comme la guerre de 14 comme manifestation éthique d'une certaine manière, la grande boucherie comme acte de morale, et puis par ailleurs une espèce de disqualification d'emblée des guerres d'aujourd'hui. Or, je rappelle, mais là je ne vais pas pouvoir rentrer dans les chiffres, je rappelle quand même que les premières victimes des guerres contemporaines, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas les femmes et les enfants, ce sont les jeunes hommes. Là, si on prend la chose d'un point de vue strictement démographique, d'un point de vue strictement épidémiologique, ce qui est ma première formation, on s'aperçoit, et c'est vrai pour le conflit en Syrie, comme c'est vrai au Congo, comme c'est vrai dans plein d'endroits, je mets le génocide Tutsi à part, naturellement, mais on peut parler de la guerre du Darfour et de bien d'autres. Ce sont des guerres dans lesquelles les combattants payent le prix fort. Et les combattants, ce sont des hommes jeunes. Et ça explique donc très facilement cela. Simplement, qui est combattant, qui ne l'est pas, dans des situations, dans des sociétés, dans des contextes où on peut être paysan ou journalier dans telle chose, dans telle entreprise le jour, et combattant la nuit, ou bien on est combattant pendant un mois, et puis on retourne à la vie civile. Bref, où il y a des allers-retours quotidiens, ou en tout cas permanents, entre les deux, voire la coexistence des deux. Ça, ce sont des régimes guerriers qui existent, avec lesquels on fait, mais qui interdisent de séparer clairement le combattant et le non-combattant. Or, c'est le fondement même
du droit humanitaire. Et j'ai déjà dit qu'au moment même où le droit humanitaire a été créé, et j'ai peut-être pas insisté sur le fait que son pilier central, c'est la distinction combattant-non combattant, au moment même où cette affirmation était mise sur la scène publique, elle était démentie par la guerre de sécession, elle, annonciatrice des conflits à venir. Et on voit là se rejouer cette difficulté dans la distinction. Je précise, j'ajoute que pour moi, ça ne met en aucune manière en question la nécessité qu'il y a à apporter de l'aide, le souci que l'on peut avoir pour les souffrances endurées par les populations, qu'elles soient impliquées dans les combats ou qu'elles ne le soient pas, et ça ne remet en aucune manière en question l'aide qu'on apporte ou qu'on doit tenter d'apporter, mais ça remet en question les cadres à l'intérieur desquels on se situe, et donc bien souvent, j'en ai fait l'expérience dans mes visites de terrain de Médecins sans frontières, bien souvent, ça mine le moral des gens qui sont sur le terrain, qui se voient instrumentalisés, ballottés, qui, disons, tirent de ces discours ambiants qu'ils entendent, qu'ils lisent, qu'ils voient tenir un peu partout, et qui entraînent une sorte de dissonance cognitive totale, complète, permanente sur le terrain. Et on sait bien que pour nous autres humains, la dissonance cognitive, c'est source de souffrance, de déséquilibre mental, de difficulté à agir, de découragement. Et c'est d'une certaine manière aussi pour ça, dans un but assez pratique, que je pense que ces idées, ces critiques sont tout à fait importantes. De même, c'est en continuité directe, et puis je vais m'arrêter là parce que je vois que je suis pas loin de moins le quart, les principes dits humanitaires. Je précise dits humanitaires car ces principes de neutralité, d'indépendance, d'impartialité, humanité, indépendance, neutralité, impartialité, unicité, je ne sais plus, universalité, je crois. Voilà, les 7 principes de la Croix-Rouge, dont le mouvement humanitaire a retiré 3, 7 et 3. C'est quand même frappant de voir à quel point la dimension biblique, religieuse est présente dans ces trucs-là. D'ailleurs, Croix-Rouge, Croissant Rouge, c'est quand même bien des signes religieux. Et MSF, pendant longtemps, avait aussi une Croix-Rouge, imitation de la Croix-Rouge comme emblème. Enfin, il y a que des Suisses pour croire que la Croix-Rouge n'est pas un emblème religieux. C'est vraiment... nulle part ailleurs, j'ai vu ça. Bref, ces principes de la Croix-Rouge, ils doivent être appelés comme tels. On comprend que la Croix-Rouge ait eu besoin d'énoncer un certain nombre de principes qui datent de 1965, c'est-à-dire plus d'un siècle après la création de la Croix-Rouge, mais surtout quelques années après les décolonisations, une génération après la Deuxième Guerre mondiale, et 3 générations après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire après des événements qui ont vu à la fois un nationalisme ardent et meurtrier saisir les sociétés nationales de Croix-Rouge, la Croix-Rouge française étant un exemple particulièrement frappant à la fois de patriotisme ardent où le Boche était en gros à traiter comme un paillasson, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale où on vantait les mérites de la Révolution nationale et du régime pétainiste, où on gardait les camps où étaient déportés les Juifs avant de leur départ vers les camps de Pologne, mais également où la Croix-Rouge était lourdement impliquée dans les conquêtes et les occupations coloniales, bref, était complice du pire. Alors on comprend qu'il ait fallu dresser une sorte d'écran de fumée pour indiquer, ou en tout cas tourner la page. Disons, écran de fumée, c'est un procès que je fais, et j'ai pas du tout une attitude de procureur ici, je me veux plutôt historien amateur, et certainement pas procureur jugeant depuis le confort d'aujourd'hui les attitudes passées. Simplement, comme c'est très peu su, il est bon qu'on comprenne d'où viennent un peu ces initiatives. Et en 1965, la Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui énonce donc ces 7 principes fondamentaux qui valent pour la Croix-Rouge, et après tout que la Croix-Rouge se dote de principes, notamment celui de neutralité qui, pour le CICR, en tant qu'intermédiaire neutre,
par mandat, par désignation. Donc il ne s'agit pas du tout de contester la neutralité et le besoin de neutralité du CICR dans mon esprit. Il s'agit en revanche de contester l'usage de cette notion, la pertinence de cette notion pour le mouvement humanitaire dans son ensemble. Et quand MSF se réclame de la neutralité et qu'on regarde les prises de position qu'on a prises, les positions qu'on a prises au cours de nos 50 ans d'existence, c'est tout simplement ridicule. À commencer par une position que nous défendons aujourd'hui avec ferveur et à mon avis avec raison, qui est la question du secours en mer apporté aux migrants en provenance de Libye ou de l'aide qu'on doit leur apporter en Grèce, la protestation contre les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile et autres migrants sont traités. Nous prenons part à une controverse qui a une importance centrale dans l'ensemble des pays européens et en particulier en France, mais il ne me semble pas qu'en Suisse ce soit très différent, si j'en crois la presse. Donc nous prenons part à une controverse politique, très clairement. Même si nous ne prétendons pas avoir une politique de la migration, nous avons une critique de la politique de la migration telle qu'elle est en vigueur en ce moment, que nous qualifions d'inhumaine, d'irréaliste, bref, que nous démolissons chaque fois que nous le pouvons. Qu'est-ce que cela, sinon prendre part à une controverse? Et qu'est-ce que prendre part à une controverse, sinon laisser derrière soi un principe de neutralité dont on n'a que faire? Je pense que si MSF ne faisait pas ça, compte tenu de ses moyens d'action, compte tenu de sa philosophie d'action, MSF renoncerait à pouvoir se qualifier d'humanitaire. Si on disait ils meurent en mer, tant pis, on les laisse mourir, et puis voilà. C'est l'exact contraire de ce qu'on a en tête quand on parle d'humanitaire. Eh bien, on voit ici comment les termes humanitaire et neutralité ne se complètent pas, loin de là, mais entrent en collision. Ils se confrontent l'un de l'autre. On pourrait dire la même chose d'une organisation bouddhiste birmane qui voudrait aller aider les Rohingyas au nom d'une commune humanité et de l'importance de les protéger contre des exactions de moines bouddhistes nazillons, etc. Eh bien, ce serait prendre part à une controverse. Mais c'est le mieux que l'on pourrait attendre tout de même d'une organisation birmane, je dis bouddhiste pour la qualifier autrement que les tribus montagnardes ou les Rohingyas. Elle ferait preuve d'humanité et donc elle romprait avec le principe de neutralité. Eh bien, c'est ce genre de conversation, ou bien, pour faire plaisir à Nago, une organisation israélienne qui aide les Palestiniens, c'est une organisation israélo-palestinienne, entre directement au cœur d'une controverse israélienne et son caractère humanitaire entrerait en collision frontale avec le principe de neutralité. Autrement dit, le principe de neutralité est un principe paralysant, stupide, dont nous devons explicitement nous séparer à une petite condition tout de même, ça n'a pas besoin d'être bruyant, simplement nous n'avons pas à l'invoquer parce qu'il contredit beaucoup des actions que nous menons. On pourrait dire la même chose de l'indépendance. MSF, si fier de... Oh là là, je vois que le temps passe, pardon. J'arrête après l'indépendance, je ne vais pas faire la partialité et tout ça. Le principe d'indépendance dont MSF se targue si volontiers, il est pas à jeter par-dessus bord, mais au moins à nuancer. Au sens où, lorsque nous arrivons quelque part, nous ne prétendons pas faire acte de souveraineté. Nous ne prétendons pas installer un pouvoir souverain, indépendant de tout autre pouvoir qui est là. Nous entrons dans un pays et nous, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où nous sommes utiles aux autorités de cette région ou de ce pays, nous commençons à discuter avec eux et, in fine, on fait ce qu'on peut dans le cadre qui nous est accordé. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est ça la clé finale. Ce n'est pas les grands principes, les grandes envolées stratégiques, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus prosaïque. En revanche, l'indépendance de MSF, et pour y avoir activement œuvré pendant les années où j'étais président et avoir eu ensuite d'autres présidents qui ont, présidents et présidentes d'ailleurs, qui ont œuvré à cela, je me reconnais pleinement dedans. L'indépendance financière
et l'indépendance d'esprit également, qui n'est pas la moindre des versions de l'indépendance. L'indépendance financière nous aide à démarrer et à arrêter. Je m'explique brièvement. Nous n'avons pas besoin d'attendre le déclenchement toujours un peu lent, visqueux d'une instance bureaucratique, d'un bailleur de fonds, voire de nous heurter à l'impossibilité d'avoir des fonds parce que tel régime, telle guérilla, telle zone n'est pas officiellement reconnue par le bailleur de fonds. Gaza, sous l'autorité du Hamas, c'est un problème. La Somalie, au départ, lorsque le président était encore au pouvoir, alors que la guerre faisait rage et la situation de la Somalie n'était pas reconnue par ECHO. Bref, il y a des tas de circonstances dans lesquelles il est bon de pouvoir prendre l'initiative avec ses propres fonds. C'est ce que l'indépendance financière, notamment de MSF, mais d'autres également, permet. De même que ça permet de mettre un terme à une mission, un programme, peu importe comment on l'appelle, dès lors que l'on estime que les conditions minimales ne sont plus réunies ou que les objectifs initiaux sont atteints et qu'on n'a pas envie de poursuivre. Bref, nous ne dépendons pas de la stratégie qui est toujours présente d'un bailleur, et d'ailleurs c'est légitime, moi je ne reproche pas au bailleur d'avoir une stratégie, on pourrait même leur reprocher de ne pas en avoir plutôt que d'en avoir. Mais à ce moment-là, c'est la stratégie du bailleur qui va bien souvent conditionner l'entrée en matière sur le terrain d'une ONG qui dépend de ceci, et le terme qui dépend également de ceci. Bon, je ne développe pas là-dessus, mais en tout cas, être capable de mettre un terme à un programme de la même façon que nous sommes capables de le déclencher au moment où nous l'estimons utile, voilà ce que sont les vertus de l'indépendance, mais il faut surtout nuancer et limiter cette notion, parce que sans quoi, là aussi, on crée une dissonance cognitive extrêmement pénible aux acteurs de terrain qui se voient en pratique dépendre de l'armée, du ministère de la Santé ou des autorités légales ou légitimes, et légitimes éventuellement, du pays, et cela contredit éventuellement les plans qu'ils avaient et donc l'idée qu'ils se faisaient de l'indépendance. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est vrai, on est indépendant, on n'est pas indépendant, on dépend du gouvernement, on dépend de qui? Mais bien sûr qu'on dépend du gouvernement, encore une fois qu'il soit légal ou de fait, parce que sans cela, nous serions simplement un pouvoir impérial qui vient se plaquer sur une réalité qui, par ailleurs, nous échapperait de toute façon. Voilà, je suis désolé d'avoir été beaucoup plus long que je le croyais. Je termine un peu en queue de poisson, mais ça me permet de ne pas conclure. J'ai horreur des conclusions, donc j'ai le prétexte idéal pour fuir la conclusion. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions et objections, naturellement. Alors, tout d'abord, merci pour votre propos. J'ai trouvé très intéressant le... Parlez dans le micro, s'il vous plaît, parce que moi, je l'entends mal. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Comme ça, vous m'entendez? J'ai trouvé très intéressant les propos réflexifs sur ces notions. Je trouve que ça aide beaucoup à réfléchir et c'est des mots qui sont assez galvanisés dans le domaine. Mais j'avais une question, ou peut-être une demande de précision sur le propos que vous avez eu au tout début. Par rapport au fait que, selon vous, c'est pas pertinent d'utiliser la notion de décolonial, le terme décolonial, ou alors le processus, ou alors ce que ça recouvre, dans le champ de l'aide humanitaire, si j'ai bien compris. Et du coup, je trouverais intéressant de, peut-être si vous avez le temps de brièvement développer cette idée-là, parce que ma première impression, c'était de penser que ça reste pertinent dans la mesure où même si les mécanismes de représentation et de valorisation de certaines populations ne sont pas les mêmes, il y a quand même une continuité peut-être, rien que dans les représentations liées aux images, comme ce qui a été évoqué avant par rapport à la question des financements et des bailleurs, etc. Donc pour motiver ces financements, surtout dans le contexte où il y a des cuts de finances de la DDC, enfin bref, dans le contexte où il fallait rechercher, démarcher, chercher de l'argent, il y a quand même toujours une stratégie misérabiliste, un peu marketing, qui a un impact, je pense, hyper fort
en termes de storytelling, de dignité et de représentation des gens. Et j'ai l'impression que dans ce cadre-là, il y a une continuité avec des représentations de populations qu'on avait sous l'impérialisme. Je ne sais pas si... Voilà. Oui, merci de me donner l'occasion de m'expliquer un peu là-dessus. Je commencerai par rappeler ou indiquer que le misérabilisme et l'impérialisme sont deux choses tout à fait différentes. La représentation impériale de l'Afrique, c'était pas le petit enfant qui meurt de faim, c'était bananien. C'était le sourire bananien, c'était le bon sauvage, innocent, un peu concon, peut-être un peu dangereux éventuellement, parce que libérant des forces animales sous-jacentes, mais c'était ça. Donc le misérabilisme, il est d'abord européen avant d'être européo-africain. Ça, c'est un premier point. Mon deuxième point, c'est qu'il me semble qu'il est important Je ne conteste pas qu'il y ait des représentations coloniales flottantes, voire plus que flottantes, voire pesantes, dans certains discours humanitaires. Ça me semble évident. Mais il me semble que c'est à intégrer à quelque chose d'un peu plus large, un peu plus transversal, que j'appellerais les rapports de pouvoir. Et à l'intérieur de ces rapports de pouvoir peuvent s'inscrire des rapports qui régissaient des rapports métropole-colonie et qui continuent d'être plus ou moins agissantes de façon moins explicite qu'auparavant, mais tout de même présentes, mais prenant part de façon indissociable à une hiérarchisation plus ou moins explicite des strates sociales, des différentes composantes de l'action humanitaire. J'ai en tête, par exemple, un historien, pour remonter, disons, au 19e encore, où vraiment un grand nombre des éléments d'aujourd'hui ont été plantés, un historien qui s'appelle François Léonard, qui est un historien de la médecine et des médecins. C'est-à-dire, c'est pas simplement du savoir médical, mais c'est des pratiques et des situations sociales des médecins. C'est un historien absolument passionnant, qui a notamment étudié la correspondance entre des médecins parisiens installés en Bretagne et des médecins français, et pour l'essentiel parisiens ou lyonnais ou marseillais, enfin disons des grandes métropoles françaises, installés en Algérie dans le cadre colonial. Les lettres qu'ils écrivent à leur famille ou les lettres qu'ils s'adressent entre eux sont frappantes de similitudes. Dans les deux cas, qu'il s'agisse des Bretons pour ceux qui étaient installés en Bretagne ou des Algériens pour ceux qui étaient dans le cadre colonial, dans les deux cas, ils ont affaire à des populations stupides, arriérées, prisonnières de leurs croyances, totalement obscurantistes, sous le poids des curés pour les uns, des mollahs pour les autres. L'identité de vue de ces médecins par rapport à ces populations est absolument frappante. Et on retrouve là quelque chose qui existe au quotidien dans nos actions, qui est le mépris des urbains pour les ruraux, qui est je ne sais pas si c'est un universel, mais en tout cas c'est un phénomène qu'on retrouve dans de nombreux endroits. Et bon, je pourrais encore développer, mais vous voyez ce que je veux dire par le fait d'intégrer la question coloniale, car c'était une longue histoire extrêmement violente, extrêmement rude, donc il est évident qu'elle continue d'imprégner nos mentalités, je ne conteste absolument pas, et que pour s'en défaire, il faut faire un effort. Et le mérite central, disons, de l'idéologie ou du mouvement dit décolonial, c'est de fournir pour tâche de rendre visible ce qui est invisible, de rendre audible ce qui est devenu inaudible. Et là-dessus, je les rejoins tout à fait. Mais là où je m'en sépare totalement, c'est dans le caractère globalisant de l'explication qu'il donne, alors que personnellement, je vois le problème dans l'ignorance des rapports de pouvoir parfois extrêmement lourds, voire violents, qui existent dans le monde de l'aide internationale. Violent au sens où il peut être violent pour les acteurs, mais où il est également violent pour les destinataires de l'aide. Je ne parle pas de bénéficiaires, c'est un mot que je n'utilise jamais, mais les destinataires de l'aide.
voilà quelques éléments de réponse.